parcourais l'une des anciennes réserves de hêtres de mon district, de curieuses pierres moussues ont attiré mon attention. J'étais passé maintes fois à côté sans les remarquer, jusqu'à ce jour où je me suis arrêté et accroupi. Leur forme, en léger arc de cercle, était peu ordinaire. En soulevant un peu la mousse, je mis au jour de l'écorce. Ce que je croyais être des pierres était en fait du vieux bois. Le bois de hêtre pourrissant habituellement en l'espace de quelques années sur un sol humide, la dureté du morceau que j'examinais m'étonna. Surtout, je ne pouvais pas le soulever, il était solidement ancré dans le sol. Je grattai un petit morceau de cette écorce avec un canif et découvris une couche verte. Verte? Cette couleur n'apparaît que lorsqu'il y a présence de chlorophylle, soit dans les feuilles fraîches, soit stockée sous forme de réserve dans les troncs des arbres vivants. Une seule explication était possible. Ce morceau de bois n'était pas mort. À y regarder de plus près, les autres pierres n'étaient pas disposées au hasard, mais formaient un cercle de 1,50 m de diamètre. Je me trouvais en présence des très anciens vestiges d'une immense souche d'arbres. Il ne subsistait que quelques fragments de ce qui avait jadis été l'écorce, tandis que l'intérieur s'était depuis longtemps décomposé et transformé en humus. 2 indices qui permettaient de conclure que l'arbre avait dû être coupé entre 400 et 500 ans auparavant. Mais comment était-il possible que des vestiges survivent aussi longtemps? Les cellules se nourrissent de sucre, elles doivent respirer, se développer, ne serait-ce qu'un minimum. Or, sans feuilles, donc sans photosynthèse, c'est impossible. Aucun des êtres vivants de notre planète ne résiste à une privation de nourriture de plusieurs centaines d'années, et cela vaut aussi pour les vestiges d'arbres, du moins pour les souches qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes. À l'évidence, ce n'était pas le cas de celle-ci. Elle bénéficiait de l'aide que les arbres voisins lui apportaient par l'intermédiaire des racines. La transmission des substances nutritives s'effectue soit de façon diffuse par le réseau de champignons qui enveloppe les pointes des racines et contribue ainsi aux échanges, soit par un lien racinaire direct. Je ne pouvais savoir quelle forme de transmission était ici à l'œuvre, car je ne voulais pas causer de dommages à cette vénérable souche en fouillant le sol. Mais une chose était sûre, les hêtres environnants lui diffusaient une solution de sucre pour la maintenir en vie. On peut observer cette association des arbres par leurs racines au bord des chemins, là où la pluie a lessivé la terre des talus et mis au jour les systèmes racinaires. Des scientifiques ont constaté, dans le massif forestier du Harz, en Allemagne, que la plupart des individus d'une même espèce et d'un même peuplement sont reliés entre eux par un véritable réseau. L'échange de substances nutritives et l'intervention des arbres voisins en cas de besoin serait la norme. Il apparaît ainsi que les forêts sont des super-organismes, des organisations structurées, comme le sont par exemple les fourmilières. Il est légitime de se demander si les racines des arbres ne se développent pas au hasard dans le sol et ne s'associent pas simplement avec les congénères rencontrés sur leur chemin. L'échange de substances nutritives ne serait pas intentionnel et la structure en communauté sociale serait un leurre, puisque seules des transmissions fortuites seraient à l'œuvre. La belle image d'une entraide active céderait la place à la loi du hasard, qui serait toutefois également d'intérêt pour l'écosystème forestier. Le fonctionnement de la nature n'est pas aussi simple. Les végétaux, par conséquent les arbres, sont parfaitement capables de distinguer leurs racines de celles d'espèces différentes et même de celles d'autres individus de la même espèce. Mais pourquoi les arbres ont-ils un comportement social ? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec des congénères et entretiennent-ils ainsi leurs concurrents? Pour les mêmes raisons que dans les sociétés humaines. À plusieurs, la vie est plus facile. Un arbre n'est pas une forêt. Il ne peut à lui seul créer des conditions climatiques équilibrées. Il est livré sans défense au vent et à la pluie. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes, emmagasine de grandes quantités d'eau et augmente l'humidité atmosphérique. Dans un tel environnement, les arbres peuvent vivre en sécurité et connaître une grande longévité. Pour maintenir cet idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, nombre d'entre eux n'atteindraient jamais un grand âge.
Les morts successives provoqueraient de grandes trouées dans la canopée, l'étage supérieur des houppiers des arbres d'une forêt formant un toit en contact direct avec la lumière solaire, par lesquels les tempêtes pourraient s'engouffrer et endommager la forêt. La chaleur estivale parviendrait au sol et le dessécherait. Tous les individus en souffriraient. Chaque arbre est donc utile à la communauté et mérite d'être maintenu en vie aussi longtemps que possible. Même les individus malades sont soutenus et approvisionnés en éléments nutritifs jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Une prochaine fois, peut-être les rôles s'inverseront-ils, et ce sera l'arbre soutien qui, à son tour, aura besoin d'aide. Les gros êtres à l'écorce grise qui se protègent au sol et l'idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, nombre d'entre eux n'atteindraient jamais un grand âge. Les morts successives provoqueraient de grandes trouées dans la canopée, l'étage supérieur des houppiers des arbres d'une forêt formant un toit en contact direct avec la lumière solaire, par lesquels les tempêtes pourraient s'engouffrer et endommager la forêt. La chaleur estivale parviendrait au sol et le dessécherait. Tous les individus en souffriraient. Chaque arbre est donc utile à la communauté et mérite d'être maintenu en vie aussi longtemps que possible. Même les individus malades sont soutenus et approvisionnés en éléments nutritifs jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Une prochaine fois, peut-être les rôles s'inverseront-ils, et ce sera l'arbre soutien qui, à son tour, aura besoin d'aide. Les gros êtres à l'écorce grise qui se protègent mutuellement me font penser aux éléphants qui vivent en troupeau. Eux aussi défendent chacun des membres du groupe, eux aussi aident les malades et les moins vaillants à reprendre de la vigueur et ne laissent qu'à regret leur mort derrière eux. Chaque arbre représente une part de la communauté, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. La plupart des souches pourrissent et se transforment en humus en quelques décennies, un laps de temps très court pour un arbre. Les individus qui survivent plusieurs siècles, comme ces pierres moussues, ne sont que peu nombreux. Pourquoi une telle différence? Y aurait-il chez les arbres une société à deux vitesses? Le terme « vitesse » est impropre, mais l'idée est juste. En réalité, c'est du degré de lien, voire d'empathie, que dépend la serviabilité des collègues. Levez les yeux vers les houppiers, l'ensemble des branches et rameaux situés au sommet du tronc, et vous l'observerez par vous-même. Un arbre ordinaire s'étale jusqu'à ce que sa ramure rencontre l'extrémité des branches d'un voisin de même envergure. Il ne peut aller plus loin, car l'espace aérien, ou plutôt l'espace lumineux, est déjà occupé. Mais il met une belle énergie à renforcer ses branches latérales, comme pour s'armer contre son voisin. En comparaison, deux véritables amis veillent d'emblée à ne pas déployer de trop grosses branches en direction de l'autre, pour ne pas empiéter sur le domaine du partenaire. Chacun développe son houppier exclusivement vers l'extérieur, vers des non-amis. Ces couples sont liés si intimement par leurs racines qu'ils meurent parfois en même temps. Les belles amitiés qui vont jusqu'à alimenter une souche en substances nutritives s'observent uniquement dans les forêts naturelles. Il est possible que toutes les espèces pratiquent le même altruisme, pas seulement les hêtres. Pour ma part, j'ai également rencontré de très anciennes souches encore vivantes de chênes, de sapins, d'épicéas et de douglas. D'après le dictionnaire, le langage est la capacité des hommes à s'exprimer et à communiquer entre eux. Nous serions donc les seuls aptes à parler, puisque la notion ainsi définie se limite à notre espèce. Est-ce bien certain? Pourquoi les arbres ne s'exprimeraient-ils pas? Une chose est sûre, ils ne parlent pas et n'émettent aucun son. Les branches qui craquent quand il y a du vent, le bruissement du feuillage sont des phénomènes passifs, indépendants de leur volonté. Les arbres disposent cependant d'un moyen d'attirer l'attention, l'émission d'odeurs. Les odeurs seraient un moyen de communication? Mais oui, et même un moyen auquel nous reconnaissons une certaine efficacité. Sinon, pourquoi utiliserions-nous du parfum et des déodorants? Notre seule odeur corporelle suffit pourtant à interpeller le conscient et le subconscient de nos congénères. Il existe des personnes que nous ne pouvons pas sentir, d'autres au contraire, dont l'odeur nous attire irrésistiblement. D'après les scientifiques, les phéromones présentes dans la sueur joueraient un rôle déterminant dans le choix du partenaire avec lequel nous souhaitons nous reproduire pour assurer notre descendance. Nous possédons un langage olfactif secret, ce dont les arbres peuvent aussi se prévaloir.
Dans les années 1970, des chercheurs ont mis en évidence l'étonnant comportement d'une espèce d'acacia de la savane africaine dont les feuilles sont broutées par les girafes. Pour se débarrasser de ces prédateurs très contrariants, les acacias augmentent en quelques minutes la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Dès qu'elles s'en rendent compte, les girafes se déplacent vers les acacias voisins. Voisins? Non, pas tout à fait. Elles ignorent tous ceux qui se trouvent dans le périmètre immédiat du premier arbre et ne recommencent à brouter qu'une centaine de mètres plus loin. La raison en est surprenante. Les acacias agressés émettent un gaz avertisseur, dans ce cas de l'éthylène, qui informe leurs congénères de l'imminence d'un danger. Aussitôt, les individus concernés réagissent en augmentant à leur tour la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Les girafes qui n'ignorent rien du manège se déplacent jusqu'aux arbres non avertis. Ou bien elles remontent le vent, les messages olfactifs étant transportés d'arbre en arbre par l'air. Si elles se déplacent dans le sens contraire au vent, le premier arbre voisin n'aura pas été informé de leur présence et elles n'auront pas à interrompre leur repas. Nos forêts tempérées sont le théâtre de phénomènes similaires. Les hêtres, les chênes, les sapins réagissent eux aussi dès qu'un intrus les agresse. Quand une chenille plante ses mandibules dans une feuille, le tissu végétal se modifie aussitôt autour de la morsure. Au surplus, il envoie des signaux électriques, exactement comme cela se produit dans le corps humain en cas de blessure. L'impulsion ne se propage pas en millisecondes, comme chez nous, mais à la vitesse d'1 centimètre par minute. Il faut compter 1 heure de plus pour que les anticorps qui vont gâcher la suite du repas des parasites soient synthétisés. Les arbres ne sont pas des rapides et, danger ou pas, c'est là leur vitesse maximale. En dépit de cette lenteur, aucune partie de l'arbre ne fonctionne isolément. Un agresseur met les racines en difficulté? L'information gagne l'ensemble de l'arbre et déclenche, si nécessaire, l'émission de substances odorantes par les feuilles. Pas de n'importe quelle substance. L'arbre les fabrique sur mesure en fonction de l'objectif à atteindre. Cette aptitude à réagir de façon ciblée l'aide à juguler l'attaque en quelques jours. Parmi tous les insectes qu'il sait reconnaître, un arbre est en effet capable de repérer le chenapan qui s'en prend à lui, car chaque espèce possède une salive spécifique qui permet de l'identifier avec certitude. Le système fonctionne si bien que des substances attirantes peuvent être émises pour ameuter des prédateurs spécialistes de l'espèce qui vont se faire une joie de prêter main forte aux arbres en dévorant les parasites. Les ormes et les pins font ainsi appel à des petites guêpes qui pondent leurs œufs dans le corps des chenilles qui les envahissent. Les larves de guêpes y éclosent à l'abri puis se développent en dévorant petit à petit la grosse chenille de l'intérieur. Il existe des morts plus douces, je le concède, mais c'est à ce prix que l'arbre libéré de ses parasites peut de nouveau croître et embellir. Petite parenthèse. Leur capacité à identifier la salive d'un insecte prouve que les arbres, parmi d'autres spécificités, possèdent également un sens du goût. Les odeurs ont l'inconvénient de se diluer si rapidement dans l'air que leur rayon d'action est souvent inférieur à 100 mètres. Ce défaut est néanmoins contrebalancé par un double champ d'intervention. La diffusion du signal d'alerte au sein de l'arbre étant très lente, utiliser la voie des airs permet à l'arbre de franchir de grandes distances en peu de temps et ainsi de prévenir beaucoup plus vite les parties de son corps éloignées de plusieurs mètres. L'appel à l'offensive antiparasite n'a souvent même pas besoin de cibler une espèce. Le monde animal perçoit tous les signaux chimiques émis par les arbres et sait qu'une attaque est en cours et à quelle espèce appartiennent les agresseurs. Quiconque est friand des petits organismes à l'œuvre se sent irrésistiblement attiré. Les arbres sont toutefois capables de se défendre seuls. Les chênes envoient des tanins amers et toxiques dans leur écorce et leurs feuilles. Si les ravageurs ne sont pas exterminés, au moins cela transforme-t-il la succulente salade en verdure immangeable. Les saules obtiennent le même résultat en fabriquant de la salicyline aux effets tout aussi destructeurs. Chez les insectes, pas chez nous autres humains, où une tisane d'écorce de saule, ancêtre de l'aspirine, atténue au contraire les maux de tête et la fièvre. Ce système de défense prenant du temps à se mettre en place, le bon fonctionnement du réseau d'alerte précoce est déterminant. Les arbres évitent de se reposer sur la seule voie des airs, qui ne garantit pas que tous les voisins aient vent du danger.
Ils préfèrent assurer leurs arrières en envoyant aussi leurs messages aux racines qui relient tous les individus entre eux et travaillent avec la même efficacité, qu'il pleuve ou qu'il vente. Les informations sont transmises chimiquement, mais aussi, ce qui est plus surprenant, électriquement, à la vitesse d'1 centimètre par seconde. Comparé à la vitesse de diffusion au sein du corps humain, c'est d'une extrême lenteur. Mais il existe aussi, dans le règne animal, des espèces comme les méduses ou les vers, qui ne sont guère plus rapides. Dès qu'ils ont connaissance de la nouvelle, tous les chênes environnants mettent à leur tour de grandes quantités de tanins en circulation dans leurs vaisseaux. Les racines d'un arbre s'étendent sur une surface qui dépasse de plus du double l'envergure de la couronne. Il en résulte un entrelacement des ramifications souterraines qui crée autant de points de contact et d'échange entre les arbres. Ce n'est pas systématique, car une forêt héberge aussi des solitaires et des individualistes réfractaires à toute idée de collaboration. Suffirait-il qu'une poignée de ronchons refuse de participer pour bloquer la diffusion de l'alerte? Non. Heureusement, car la plupart du temps, des champignons sont appelés à la rescousse pour garantir la continuité de la transmission. Ils fonctionnent sur le même principe qu'Internet par fibre optique. La densité du système de filaments qu'ils développent dans le sol est à peine imaginable. Pour vous donner une idée, une cuillerée à café de terre forestière contient plusieurs kilomètres de ces filaments appelés ifs. Au fil des siècles, un unique champignon peut ainsi s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés et mettre en réseau des forêts entières. En transmettant les signaux d'un arbre à un autre par ses ramifications, il concourt à l'échange d'informations sur les insectes, la sécheresse du sol ou tout autre danger. Aujourd'hui, les scientifiques parlent même de Wood Wide Web pour évoquer l'activité de ce réseau forestier. La recherche sur le type et le volume d'informations échangées est encore embryonnaire. Des contacts entre espèces différentes, alors même qu'elles se considèrent comme concurrentes, ne sont pas exclus. Les champignons ont en effet une stratégie qui leur est propre et ils peuvent être de très efficaces intermédiaires. Les défenses d'un arbre affaiblissent ses mousses, mais sans doute aussi son aptitude à communiquer. Sinon, comment expliquer que les insectes agresseurs ciblent leurs attaques précisément sur les individus fragiles? Il n'est pas inconcevable qu'ils écoutent les arbres, cherchent à capter les signaux chimiques d'alerte et testent d'une morsure dans l'écorce ou une feuille la réactivité des individus silencieux. Parfois, le mutisme est imputable à une atteinte pathologique grave, mais il peut aussi résulter d'une rupture de l'association avec le réseau de champignons. Coupé de toute information, l'arbre ignore qu'un danger le menace et s'est buffé à volonté pour les chenilles et les coléoptères. Les individualistes mentionnés plus haut sont tout aussi fragiles. Ils présentent certes les signes d'une parfaite santé, mais leur isolement les condamne à l'ignorance. Les arbres ne sont pas les seuls à communiquer ainsi entre eux. Les buissons, les graminées échangent aussi, et probablement toutes les espèces végétales présentes dans la communauté forestière. En revanche, dès que l'on pénètre dans une zone agricole, la végétation devient très silencieuse. La main de l'homme a fait perdre aux plantes cultivées beaucoup de leur aptitude à communiquer par voie souterraine ou aérienne. Quasi muettes et sourdes, elles sont une proie facile pour les insectes. L'utilisation massive de pesticides par l'agriculture moderne trouve là une de ces explications. Les exploitants de terres agricoles gagneraient à s'inspirer du fonctionnement des forêts et à laisser un peu de naturel réinvestir les cultures de céréales et de pommes de terre pour qu'elles recouvrent la parole. Les arbres et les insectes ont d'autres raisons de communiquer que les seules tristes questions d'agression parasitaire et de maladie. Les signaux agréables existent, et vous en avez sûrement déjà perçu, ou plus précisément senti. Je veux parler des messages olfactifs envoyés par les fleurs. Le parfum qu'elles émettent n'est ni fortuit, ni destiné à nous séduire. Les arbres fruitiers, les saules ou les châtaigniers diffusent des messages olfactifs pour attirer l'attention et inviter les abeilles à venir faire le plein chez eux. Le doux nectar que les insectes butinent est la récompense de la pollinisation qu'ils accomplissent à leur insu. La forme et la couleur des fleurs sont elles aussi des signaux destinés à les distinguer de toute la verdure du feuillage, un peu comme des panneaux publicitaires qui indiquent l'entrée d'un restaurant. Nous savons désormais que les arbres communiquent olfactivement, visuellement et électriquement,
par l'intermédiaire de sortes de cellules nerveuses situées aux extrémités des racines. Mais qu'en est-il de l'émission de son, donc de l'ouïe et de la parole? Quand j'affirme, au début de ce chapitre, que les arbres n'émettent aucun son, peut-être ne devrais-je pas être aussi péremptoire. Une équipe de chercheurs, autour de Monica Gagliano de l'Université d'Australie-Occidentale, a entrepris d'écouter le sol. Travailler sur des arbres en laboratoire étant mal commode, ils ont préféré porter leur étude sur des semis de céréales, plus aisés à manipuler. Et de fait, les appareils de mesure ont rapidement enregistré un léger craquement des racines d'une fréquence de 220 Hz. Des racines qui craquent? Est-ce si extraordinaire? Le bois mort aussi craque, ne serait-ce que lorsqu'il brûle. Le bruit constaté en laboratoire avait cependant de quoi interpeller. En effet, les racines des germes non impliqués y réagissaient. Dès qu'elles étaient exposées à un craquement de 220 Hz, les pointes s'orientaient dans la direction du bruit. Cela signifie que les graminées perçoivent cette fréquence, en d'autres mots, qu'elles entendent. Les végétaux échangeraient des informations par ondes sonores. L'idée ouvre de formidables perspectives. Communiquer par ondes sonores, nous savons le faire. Pour le coup, mon imagination s'emballe. Quel bouleversement si nous avions accès à ce que des hêtres, des chênes ou des pins ressentent, si nous pouvions comprendre ce qu'ils disent. Nous n'en sommes malheureusement pas encore là. L'exploration de ce domaine scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'empêche, lors d'une prochaine excursion en forêt, si vous percevez de légers craquements, pas sûr que ce soit le seul fait du vent. Le rééquilibrage s'effectue dans le sol, par les racines, et les échanges vont bon train. Qui est bien nanti donne généreusement, et qui peine à se nourrir reçoit de quoi améliorer son ordinaire. Nous retrouvons ici aussi les champignons, dont l'immense réseau agit cette fois en machine à redistribuer géante. En somme, le système fonctionne un peu comme nos services d'aide sociale. Dans ce contexte, les hêtres ne sont jamais trop serrés, bien au contraire. Plus ils sont proches les uns des autres, mieux c'est. L'espacement des troncs de moins d'1 mètre, que l'on rencontre souvent, leur convient très bien, même si leur houppier demeure petit et ramassé. Les forestiers sont encore nombreux à juger cela néfaste pour les arbres, et les opérations d'éclaircissage consistant à abattre les spécimens réputés inutiles sont fréquentes. Les forestiers de Lübeck ont cependant observé qu'une forêt de hêtres dont les individus poussent serrés est plus productive. L'augmentation annuelle de la production de biomasse, notamment de bois, atteste de la bonne santé des peuplements denses. Quand ils vivent en groupe serré, la répartition des substances nutritives et de l'eau entre tous les individus est optimale, si bien que chaque arbre parvient au meilleur développement possible. Si l'on aide ici et là un individu à se débarrasser de sa supposée concurrence, les arbres restants deviennent des solitaires. Ils ne sont plus entourés que de souches et les connexions se perdent dans le vide. Chacun se débrouille comme il peut dans son coin, avec pour conséquence de gros écarts de productivité. Chez certains individus, la photosynthèse tourne à plein régime et la production de glucose est pléthorique. Ils poussent mieux que les voisins et sont en excellente forme. Pour autant, leur durée de vie n'est pas remarquable, car la condition d'un arbre ne peut pas être meilleure que celle de la forêt qui l'entoure, et il y a désormais beaucoup de mal lotis autour de lui. Les individus en situation de faiblesse, qui étaient auparavant soutenus par les plus forts, se retrouvent d'un coup à la traîne. Une implantation dans un sol pauvre en éléments nutritifs, un stress temporaire ou un bagage génétique défavorable, et ils sont la proie des insectes et des champignons. Que seuls les plus forts survivent, cela ne va-t-il pas dans le sens de l'évolution? Je crains que les arbres ne soient pas de cet avis. Leur bien-être dépend de la communauté. Si les plus faibles disparaissent, tous y perdent. La forêt devient ouverte à tout, aux brûlures du soleil, aux vents violents qui pénètrent jusqu'au sol et modifient l'environnement climatique frais et humide. Même les arbres robustes sont victimes de maladies plusieurs fois au cours de leur vie et dépendent de l'aide de leurs voisins plus faibles. Super champions ou pas, si celle-ci n'est plus disponible, une insignifiante invasion d'insectes suffit à sceller leur destin. Car la mort survient au terme d'années de résistance, et je ne m'autoriserai plus un tel mode de gestion. J'ai pu voir de mes yeux combien les hêtres luttaient pour survivre, au point que certains ne sont toujours pas morts. Cela ne devrait pas être possible. En théorie,
Sans continuité de l'écorce, les feuilles ne peuvent plus envoyer de sucre aux racines. Affamées, celles-ci cessent leur activité de pompage, l'eau ne circule plus dans l'arbre, le houppier n'est plus alimenté et l'arbre entier se dessèche et meurt. Pourtant, un nombre important d'individus ont continué tant bien que mal à pousser. Depuis, je sais que ce miracle tient à l'aide active des voisins, qui n'avaient pas perdu leur intégrité. En assurant l'alimentation des racines par leurs ramifications souterraines, ils ont permis la survie de leurs compagnons. Certains sont même parvenus à fabriquer de l'écorce pour recouvrir la plaie de leur tronc. Je dois avouer que j'ai toujours un peu honte quand je vois ce que j'ai fait, quoique j'y ai aussi appris combien la communauté des arbres peut être efficace. La solidité maximale d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. Cet adage issu du monde artisan aurait pu être inventé par les arbres. Sans doute est-ce parce qu'ils en ont la connaissance intuitive qu'ils cèdent les uns les autres sans condition. Elle n'est pas malade, certes, mais elle est tout de même fragilisée. Pour fabriquer cette profusion de fleurs, les arbres puisent en effet dans leurs dernières réserves. Pour compliquer le tout, le feuillage, contraint de réduire son ampleur, produit moins de sucre que les années ordinaires. Et, nouvel handicap, la majeure partie de ces sucres est transformée en lipides dans les graines, si bien qu'il en reste à peine pour la construction de l'arbre lui-même et les stocks à constituer pour l'hiver, sans parler des réserves d'énergie théoriquement prévues pour résister aux maladies. Une foule d'insectes n'attendait que cela. Parmi eux, le charançon du hêtre, qui, pour ne mesurer que 2 petits millimètres, n'en pond pas moins des millions d'œufs sur le feuillage sans défense. Ces minuscules larves creusent des galeries entre les membranes supérieures et inférieures des feuilles et laissent derrière elles des taches rousses caractéristiques. Puis, le ravageur adulte perce des trous dans les feuilles, qui paraissent avoir été criblés de petits plombs de chasse. Certaines années, les hêtres sont tellement infestés que de loin le feuillage semble non plus vert, mais roux. S'ils étaient au mieux de leur forme, les arbres se défendraient, ils empoisonneraient au sens strict du terme la nourriture des insectes. Mais la floraison les a épuisés, et ils n'ont d'autre choix que de supporter l'agression en silence. Les sujets sains surmontent l'épreuve, d'autant que plusieurs années de répit succèdent à cette mauvaise saison. Mais chez un sujet affaibli, une attaque de ravageurs peut sonner le glas. Ce n'est pas pour autant que l'arbre s'abstiendrait de fleurir. Nous savons, de l'observation de la floraison des sites forestiers en voie de dépérissement, que ce sont précisément les sujets mal en point qui mettent le plus d'ardeur à fleurir. Sans doute est-ce afin d'assurer leur descendance avant que la mort signe la disparition définitive de leur patrimoine génétique. Des effets similaires sont induits par les records de sécheresse et de chaleur de certains étés qui mènent les arbres au bord de la rupture, puis les font abondamment fleurir le printemps suivant, ce qui, au passage, tord le cou à l'idée qui voudrait qu'une abondance de glands et de faine indique que l'hiver sera particulièrement rigoureux. La floraison se préparant au cours de l'été, une profusion de fruits renseigne tout au plus sur ce qui s'est passé quelques mois auparavant. La faiblesse des défenses de l'arbre réapparaît à l'automne dans la qualité des graines. Le charançon que rien n'arrête creuse aussi des galeries dans l'ovaire des fleurs. Celles-ci sont malgré tout en mesure de produire des faines, mais elles sont vides, donc sans valeur nutritionnelle ou reproductive. Chapitre 9. Échange de bons procédés. Les arbres ont beau avoir un grand sens de la communauté et de l'entraide, cela ne suffit pas à garantir la pérennité d'une espèce au sein d'un écosystème forestier. Chacune tente en effet de gagner de la place, d'optimiser ses performances, et ainsi de refouler les autres espèces. Outre l'accès à la lumière, c'est le combat pour l'eau qui va, au final, décider de l'issue de la compétition. Les arbres sont très performants dans l'exploitation des ressources hydriques des sols. Leurs racines et leurs radicelles sont garnies de poils absorbants qui démultiplient la surface en contact avec la terre et permettent ainsi d'aspirer un maximum d'eau. En temps normal, cela suffit à combler les besoins, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Cela fait des millions d'années que les arbres, prudents, se sont associés aux champignons. Les champignons sont de curieux organismes. Ils échappent à notre division usuelle du monde vivant en règne animal et règne végétal. Les végétaux
c'est l'une de leurs caractéristiques essentielles, produisent eux-mêmes leur nourriture à partir de matière inanimée. Ils sont donc totalement autonomes. Les animaux, eux, sont contraints de se nourrir d'autres organismes vivants pour survivre. Des végétaux chlorophylliens doivent ainsi s'implanter dans un sol nu et pauvre avant que des animaux puissent y prospérer. Précisons tout de même qu'être brouté par des vaches ou des chevreuils ne plaît ni à l'herbe ni aux jeunes arbustes. La plantule de chêne engloutie par un cerf souffre et meurt, comme souffre et meurt le sanglier égorgé par un loup. Mais revenons aux champignons. Ils se situent quelque part entre les deux règnes. Leurs parois cellulaires sont constituées de chitine, une substance que l'on ne trouve jamais chez les végétaux et qui les apparenterait plutôt aux insectes. Au surplus, ne réalisant pas la photosynthèse, ils sont, comme les animaux, tributaires des composés organiques produits par les organismes vivants dont ils peuvent se nourrir. Le réseau cotonneux de filaments souterrains qui constitue leur appareil végétatif, le mycélium, ne cesse de s'étendre au fil des années. En Suisse, une armillaire âgée d'environ 1000 ans et dont le mycélium couvre 50 hectares a été découverte. Une autre, dans l'État américain de l'Oregon, présente une superficie de 900 hectares et pèse 600 tonnes pour un âge estimé à 2400 ans. Les champignons sont ainsi les plus grands organismes vivants connus. Ces géants sont toutefois des ennemis des arbres, car leur appétit effréné de tissus comestibles conduit inévitablement à la mort de l'arbre hôte. Intéressons-nous plutôt aux associations champignons-arbres pacifiques. Avec le concours du mycélium d'une espèce qui lui est spécialement adaptée, comme celui du lactaire tranquille pour le chêne, un arbre peut démultiplier la surface utile de ses racines et donc pomper plus d'eau et de nutriments. On observe 2 fois plus d'azote et de phosphore dans les plantes associées à un champignon partenaire que dans celles qui n'ont que leurs seules racines pour capter les ressources du sol. Pour former une association avec une espèce parmi les plus de 1000 existantes, il faut que l'arbre soit très ouvert, au sens figuré comme au sens propre, car les ifs du mycélium se développent à l'intérieur même des fines radicelles. J'ignore si cela est douloureux ou pas, je n'ai pas connaissance d'études sur le sujet, mais attendu que l'arbre est demandeur, je présume que les sensations sont plutôt positives. Quoi qu'il en soit, à partir de là, les 2 partenaires coopèrent. Le champignon non seulement pénètre et enveloppe les racines, mais il développe son réseau de filaments dans le sol alentour. Il s'étend bien au-delà des racines de son hôte pour se mêler aux racines des autres arbres, et il se connecte avec les champignons partenaires et les racines de chaque nouvel arbre rencontré. Il en résulte un vaste réseau au sein duquel les échanges aussi bien de nutriments que d'informations, par exemple sur l'imminence d'une attaque d'insectes, vont bon train. Les champignons sont en quelque sorte l'Internet de la forêt. Un maillage d'une telle efficacité a son prix. Nous savons que ces organismes vivants qui, en de nombreux points, ressemblent aux animaux, dépendent des substances nutritives fournies par d'autres espèces et doivent puiser dans leur environnement pour s'alimenter. Sans apport de nourriture, ils mourraient tout simplement de faim. Ils exigent donc, en échange de leurs services, que leur arbre partenaire les rétribue sous forme de sucre et de glucides. Et question quantité, ils ne font pas dans la demi-mesure. Réclamer jusqu'à 1/3 de la production ne les effraie pas. Cette relation de dépendance est vitale. Il est donc compréhensible que les champignons ne laissent rien au hasard. Les réseaux ultra fins qui colonisent les racines commencent donc, si l'on peut dire, par observer les pointes des racines à la loupe, histoire de découvrir ce que les extensions souterraines de l'arbre révèlent. S'ils peuvent en tirer avantage, les champignons produisent alors des hormones végétales qui vont réguler la croissance cellulaire de l'arbre dans un sens qui comble leurs intérêts. À cette prestation de base s'ajoute le filtrage gracieux des métaux lourds. Nocifs pour les racines, ils sont peu dommageables pour les champignons. Les polluants exudés réapparaissent chaque automne dans de belles fructifications, parmi lesquelles les cèpes et bolets que nous apprécions tant. Cette dernière spécificité explique que le césium-137, qui contamine les sols depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, se retrouve principalement dans les champignons. L'offre globale comprend également une prestation prophylactique.
Le mycélium repousse toutes les tentatives d'intrusion aussi bien de bactéries que de champignons parasites. Tant que rien ne les perturbe, les champignons peuvent vivre plusieurs centaines d'années au pied de leur arbre. Mais si leurs conditions environnementales se modifient, si des polluants atmosphériques viennent empoisonner l'air, ils meurent. Leur partenaire arbre ne les pleure pas longtemps. Ils misent sans état d'âme sur une autre espèce et un nouvel attelage démarre. Un arbre dispose de plusieurs options de champignons partenaires. Ce n'est que lorsque la dernière disparaît que le vent tourne vraiment pour lui. Les champignons sont plus sélectifs. De nombreuses espèces cherchent elles-mêmes l'arbre qui leur convient, puis une fois leur dévolu jeté sur un individu, elles s'y associent à la vie, à la mort. Ces espèces, qui n'aiment par exemple que les bouleaux ou les mélèzes, sont dites spécialistes d'un hôte. D'autres, comme les girolles, s'accommodent aussi bien des chênes que de hêtres ou d'épicéas. Tout leur va, pourvu qu'elles trouvent une petite place sous terre pour s'installer. Et la concurrence est rude. Rien que dans les forêts de chênes, on peut observer plus de 100 espèces différentes associées aux racines d'un même arbre. Pour le chêne, c'est tout bénéfice, car si une modification des conditions environnementales entraîne la disparition d'un champignon, aussitôt, un nouveau postulant se présente qui tente sa chance. Des scientifiques ont toutefois découvert que les champignons ne vivent pas non plus sans aucune protection. Les réseaux filamenteux se mêlent tous entre eux. Ils ne s'associent pas uniquement entre réseaux d'une même espèce d'arbre. Le carbone radioactif inoculé à un bouleau a ainsi voyagé par le sol et les ramifications fongiques jusqu'à un Douglas voisin. Autant de nombreuses espèces d'arbres semblent à couteau tiré quand il s'agit de défendre leur espace vital, sur terre et sous terre, contre les velléités d'expansion d'espèces ennemies, autant les champignons semblent mesurer. Nous ne savons pas s'ils cherchent réellement à soutenir des arbres hôtes étrangers ou seulement à prêter main forte à des congénères champignons en difficulté, qui feront ensuite bénéficier leurs hôtes de l'aide reçue. Je soupçonne les champignons de penser un peu plus loin que leurs partenaires arbres, qui n'ont de cesse de ferrailler les uns contre les autres. Imaginons que les hêtres de nos forêts remportent toutes les batailles et terminent seuls vainqueurs. Serait-ce réellement une bonne chose ? Que se passerait-il si un nouvel agent pathogène s'abattait sur l'espèce et fauchait les arbres les uns après les autres ? Ne serait-il pas préférable qu'il y ait partage du territoire avec une proportion donnée d'autres espèces ? Des chênes, des érables, des frênes ou des sapins qui continueraient de prospérer et fourniraient l'ombre nécessaire à la germination et au développement d'une nouvelle génération de hêtres. La diversité est une assurance de pérennité. Et comme les champignons sont de leur côté dépendants de la stabilité de leur environnement, si les appétits hégémoniques d'une espèce mettent cette dernière en péril, ils rééquilibrent les forces en aidant les plus faibles afin de les préserver d'une disparition totale. Si le partenariat champignon-arbre traverse une passe difficile, le champignon peut prendre des mesures radicales. Le clitocybe laqué bicolore, l'Acaria bicolore, qui vit en symbiose avec le pin de Weymouth, emploie les grands moyens. Quand l'azote vient à manquer, il émet une substance toxique qui provoque la mort des minuscules animaux qui vivent dans le sol, parmi lesquels des colamboles, dont les cadavres, en se décomposant, libèrent de l'azote et les transforment ainsi, malgré eux, en engrais pour l'arbre et le champignon. Je vous ai présenté les auxiliaires des arbres les plus importants, mais il en existe de nombreux autres. Les pics, par exemple. À vrai dire, les pics ne sont pas de véritables auxiliaires des arbres, mais ils leur rendent parfois de précieux services. Ainsi, quand des scolites attaquent un épicéa, tous les clignotants passent au rouge. Les petits coléoptères se reproduisent à une vitesse telle qu'ils sont capables de tuer un individu en un temps record en dévorant le cambium, un tissu interne aussi vital que fragile, qu'ils atteignent après avoir foré l'écorce. Dès qu'un pic-et-pêche a vent de l'invasion, il arrive à tire-d'aile. À l'instar du pic-bœuf sur le dos d'un rhinocéros, il monte et descend le long du tronc à la recherche des larves blanches dont il est friand. Pour les extraire, il martèle à coups de bec l'écorce qui vole en éclats autour de lui. La procédure n'est pas très agréable pour l'épicéa, mais elle permet parfois de contenir l'invasion. Et même si l'arbre ne survit pas, ses congénères, eux, seront épargnés car aucun insecte apte au vol n'éclora plus.
Mais ne nous y trompons pas, le pic ne se sent aucunement concerné par le bien-être des arbres. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les cavités qu'il creuse dans le bois pour héberger ses nichés. Et il n'hésite pas à s'installer dans le tronc d'individus parfaitement sains auxquels il inflige de graves blessures. Alors oui, le pic débarrasse de nombreux arbres de leurs parasites, par exemple les chênes, des larves de bupreste, ou les épicéas, des scolites. Mais il s'agit, en quelque sorte, d'avantages collatéraux fortuitement induits. En période de sécheresse, les buprestes sont un vrai risque pour les arbres en situation de stress hydrique, car ceux-ci ne sont plus en mesure de résister aux assaillants. Le salut peut venir du pyrochre écarlate, un coléoptère aux élytres d'un beau rouge qui, lorsqu'il est adulte, se nourrit de sève et du miella sécrété par les pucerons. Mais sa descendance, qui, elle, est carnassière, trouve la chair nécessaire à son alimentation dans les larves d'insectes qui vivent sous l'écorce des feuillus, comme les buprestes. Plus d'un chêne doit donc sa survie au pyrochre écarlate. Toutefois, l'histoire ne finit pas toujours bien pour ce dernier. En cas de pénurie alimentaire, une fois que tous les rejetons d'insectes étrangers ont été dévorés, ces larves, cannibales à l'occasion, s'attaquent à leurs congénères. Comment l'eau contenue dans le sol parvient-elle à monter jusqu'aux feuilles? Cette question est pour moi emblématique de l'état actuel des connaissances sur les arbres. Le transport de l'eau est un mécanisme relativement simple à analyser, en tout cas plus simple que l'exploration de la sensibilité à la douleur ou l'aptitude à communiquer. Il paraît si banal que cela fait des décennies que l'enseignement universitaire propose des explications remarquablement simples et triviales. Cela m'amuse toujours d'aborder le sujet avec des étudiants. Leurs réponses, sans surprise, évoquent les phénomènes de capillarité et de transpiration. La capillarité, vous pouvez l'observer tous les matins au petit déjeuner. C'est elle qui fait monter le niveau du café de quelques millimètres sur le bord de la tasse. Sans ce phénomène, la surface du liquide serait parfaitement plane. Plus le contenant est étroit, plus le liquide qu'il contient peut monter. Et les vaisseaux des feuillus sont très fins. Leur section ne dépasse pas 0,5 mm. Les conifères font encore mieux dans la finesse, avec une section de seulement 0,02 mm. Pour autant, cela ne suffit pas, tant s'en faut, à expliquer comment l'eau parvient au houppier d'un arbre mesurant plus de 100 mètres de hauteur, car même dans les tubes les plus fins, la capillarité permet tout au plus de monter d'1 mètre. Mais une autre candidate entre en jeu, la transpiration. Pendant les mois d'été, les feuilles et les aiguilles évaporent d'abondantes quantités d'eau par transpiration, jusqu'à plusieurs centaines de litres par jour pour un être adulte. Il résulte du mécanisme un effet d'aspiration qui tracte vers le haut l'eau circulant dans les vaisseaux. Il est vrai que cela ne marche que si la colonne d'eau est intacte. Les molécules d'eau s'agrègent les unes aux autres par effet de cohésion et ainsi accrochées à la queue leu se déplacent progressivement vers le haut à mesure que l'évaporation libère de l'espace dans la feuille. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore que l'osmose, à son tour, entre en jeu. Quand la concentration en sucre d'une des cellules est plus élevée que dans ses voisines, l'eau passe à travers les parois de la cellule où elle est la moins concentrée vers la cellule où elle l'est le plus, jusqu'à ce que la teneur en sucre s'équilibre parfaitement entre les deux. Si le mécanisme se poursuit de cellule en cellule jusqu'au houppier, l'eau finit par atteindre les feuilles. Pas sûr. Mais continuons. C'est au printemps, juste avant le débourrement, que l'on enregistre les tensions les plus fortes sur les colonnes d'eau. À cette époque, l'eau circule avec une telle intensité dans l'arbre que l'on peut l'entendre en posant un stéthoscope sur le tronc. La méthode est utilisée pour la récolte de l'eau d'érable dans les États du nord-est de l'Amérique du Nord. Cette très convoitée eau d'érable, qui deviendra sirop par évaporation, se collecte uniquement au moment de la fonte des neiges. Les feuillus ne portant pas encore de feuilles en cette saison, ils n'évaporent pas d'eau. La transpiration est donc exclue comme force motrice. La capillarité, nous l'avons vu, ne permettant pas de gagner plus d'1 mètre, le mécanisme est négligeable. Pourtant, le tronc est bel et bien gorgé d'eau. Reste l'osmose. Mais je suis dubitatif. Elle ne concerne que les racines et les feuilles, pas le tronc, qui n'est pas constitué d'une liaison de cellules, mais de longs conduits qui parcourent toute sa hauteur. Alors quoi?
alors nous sommes devant une énigme. Les travaux les plus récents ont toutefois mis en évidence quelque chose qui remet en question les rôles de la transpiration et de la cohésion cellulaire. Des chercheurs de l'Université de Berne, de l'Institut fédéral suisse et de l'École polytechnique fédérale de Zurich ont exploré le phénomène acoustique, notamment de nuit. Et ils ont constaté que les arbres qu'ils auscultaient émettaient un léger murmure. La nuit, les troncs contiennent un maximum d'eau, car la photosynthèse est temporairement en pause et le houppier transpire à peine. Les arbres en profitent pour se gorger d'eau, au point que cela entraîne un léger accroissement du diamètre des troncs. À l'intérieur des vaisseaux, l'eau est quasiment à l'arrêt, rien ne circule. D'où proviennent donc les bruits? Les chercheurs supposent qu'ils sont générés par la formation de minuscules bulles de CO2 dans les fins tubes remplis d'eau. Des bulles dans les vaisseaux? Cela signifie que le flux d'eau qui les emprunte est interrompu des milliers de fois, et par voie de conséquence que la transpiration, la cohésion et la capillarité ne contribuent guère au transport. Les questions sans réponse se bousculent. Une explication plausible s'évanouit, mais sommes-nous vraiment perdants? Ce nouveau mystère n'a-t-il pas quelque chose de stimulant? Chapitre 15. Le monde souterrain. Le sol est pour nous, humains, encore plus opaque que l'eau, au sens propre comme au figuré. Si le fond des océans est moins exploré que la surface de la Lune, la vie souterraine l'est encore moins. Nous ne sommes pas totalement ignares, quantité d'espèces et de phénomènes sont déjà connus, mais comparé à la diversité de la vie qui s'agite sous nos pieds, c'est infime. La biomasse d'une forêt se trouve pour moitié dans cet étage inférieur. La plupart des organismes qui y vivent sont invisibles à l'œil nu. Sans doute cela explique-t-il que nous leur manifestions moins d'intérêt qu'aux loups, aux pics noirs ou aux salamandres, alors que leur rôle est peut-être plus important pour les arbres. Les grands animaux ne sont pas indispensables à une forêt. Chevreuils, cerfs, sangliers, carnassiers et même une grande partie des oiseaux ne laisseraient pas un vide dramatique dans l'écosystème. Ils pourraient tous disparaître en même temps que la forêt continuerait de pousser sans grande perturbation. Il en va tout autrement des créatures microscopiques de l'étage souterrain. Une poignée de terre forestière contient plus d'organismes vivants qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Une cuillerée à café contient déjà à elle seule 1 kilomètre de filaments de champignons. Tous ces organismes ont une action sur le sol. Ils le modifient, l'amendent, lui donnent sa valeur pour les arbres. Avant de nous intéresser de plus près à quelques-unes de ces créatures, j'aimerais revenir avec vous sur l'origine de la formation du sol. Sans terre, il ne peut y avoir de forêt, car il faut que les arbres puissent s'enraciner quelque part. De la roche nue ne le permettrait pas. Quant à de la rocaille, les racines pourraient s'y accrocher, mais elles ne retiendraient pas suffisamment d'eau et de nutriments. Des phénomènes géologiques, comme les glaciations, avec leur période de gel, ont fait éclater la roche. Puis, l'action abrasive des glaciers a transformé les morceaux en sable et en poussière, jusqu'à ce que ne subsiste plus qu'un substrat léger. À la fonte des glaces, ce substrat a été transporté par l'eau à des altitudes inférieures ou dans des dépressions. Ou bien, balayé par le vent, il s'est accumulé pour former des dépôts épais de plusieurs mètres. La vie y est apparue sous forme de bactéries, de champignons et de végétaux qui, en se décomposant, se sont transformés en humus. Au fil des millénaires, ce sol, qui ne peut s'appeler ainsi qu'à compter de ce stade, a pu être colonisé par des arbres qui, dès lors, n'ont cessé de l'enrichir. Leurs racines l'ont retenu et préservé du ravinement et des tempêtes. Grâce à ces arbres, l'érosion ne l'a plus atteint et les couches d'humus qui s'empilaient ont commencé à former une roche préliminaire du lignite. L'érosion est l'un des grands ennemis naturels des forêts. Tout phénomène extrême, le plus souvent de fortes précipitations, use un peu le sol. Si la terre forestière ne peut pas immédiatement absorber la totalité de l'eau, le surplus s'écoule sur la surface en emportant des petites particules.
Le ruissellement brunâtre que l'on observe parfois après la pluie charrie de précieux sédiments. Cela peut représenter jusqu'à 10 000 tonnes par an au kilomètre carré. Dans le même temps, et pour la même surface, la transformation de la roche du sous-sol par érosion n'en produit que 100 tonnes. Le manque à gagner est gigantesque, et un jour, il ne reste plus en surface que des fragments de roche. Ces aires désertiques qui se développent sur des sols épuisés, qui, il y a des siècles, étaient encore exploités par l'agriculture, apparaissent un peu partout dans les forêts. A contrario, si la forêt se maintient et joue son rôle protecteur, elle ne perd qu'entre 0,4 et 5 tonnes de sédiments par an au kilomètre carré, et le rapport s'inverse. Au fil du temps, le sol forestier devient plus profond, et les conditions environnementales des arbres s'améliorent. Parlons maintenant des petits animaux qui vivent dans le sol. Ils ne sont pas particulièrement séduisants, je le concède. Si leur faible taille les rend pour la plupart invisibles à l'œil nu, donc peu attirants, prendre une loupe n'arrange pas vraiment les choses. Oribates, colamboles et polychètes sont définitivement moins sympathiques que les orang-outans ou les baleines à bosse. En milieu forestier, ces petits organismes constituent le premier élément de la chaîne alimentaire, ce qui les assimilerait à une sorte de plancton terrestre. Malheureusement, la recherche ne s'intéresse qu'à la marge aux milliers d'espèces au nom latin impossible à mémoriser qui ont déjà été découvertes, sans parler des milliers d'autres qui attendent toujours de sortir de l'anonymat. Mais tout n'est pas négatif. Il reste dans nos forêts, à nos portes, quantité de mystères à explorer. Considérons déjà ceux sur lesquels le voile a été levé. Prenons les oribates, évoqués plus haut. Plus de 1000 espèces ont déjà été répertoriées sous nos latitudes. Ils mesurent moins d'1 millimètre et ressemblent à des araignées à petites pattes. Leur couleur marron-beige offre un bon camouflage dans le sol, leur milieu naturel. Ils appartiennent à un sous-ordre d'acariens. D'acariens? Aïe! Aussitôt surgissent des associations avec les acariens de notre environnement domestique qui se nourrissent de particules de peau mortes et autres résidus en même temps qu'ils déclenchent des allergies. De fait, plusieurs espèces d'oribates ont un comportement similaire avec les arbres. Les feuilles mortes et les squames d'écorce s'empileraient sur des mètres si une armée de micro-bestioles affamées ne se jetait pas dessus. Elles vivent dans le feuillage tombé à terre, dont elles s'alimentent avec voracité. D'autres espèces sont spécialisées dans les champignons. Elles s'installent dans des petites galeries souterraines et s'abreuvent des sucs que les filaments blancs exudent. En fin de compte, ces oribates se nourrissent des sucres que l'arbre cède à ses champignons partenaires. Bois en décomposition ou gastéropodes morts, il n'y a rien auquel une espèce d'oribate ne se serait pas adaptée. Surgissant partout où la vie se crée et disparaît, ils sont indispensables à l'écosystème forestier. Considérons maintenant les curculionidae. Ils ressembleraient presque à de minuscules éléphants, larges oreilles en moins, et appartiennent aux familles d'insectes comptant le plus grand nombre d'espèces au monde, dont environ 1400 rien que chez nous. La trompe sert plus à l'élevage de la progéniture qu'à la prise d'aliments. Ce long museau leur permet en effet de percer des petits trous dans les feuilles et les tiges dans lesquels ils pondent ensuite leurs œufs. Ainsi, à l'abri des prédateurs, les larves peuvent grignoter des petites galeries où elles se développent en paix à l'intérieur des végétaux. Quelques espèces de curculionidae, vivant pour la plupart dans le sol, se sont tant et si bien adaptées au rythme lent des forêts et à leur quasi-pérennité qu'elles ne savent plus voler. Elles peuvent tout au plus se déplacer de 10 mètres par an, mais cela comble leurs besoins. Si l'environnement immédiat d'un arbre se modifie parce qu'il meurt, le curculionidae n'a pas à aller plus loin que l'arbre voisin pour reprendre son grignotage du feuillage en décomposition. La présence de ces insectes est l'indice d'une longue histoire forestière ininterrompue. Si la forêt a été défrichée au Moyen-Âge, puis replantée, ils en sont absents, car la distance à parcourir à pattes pour venir de la vieille forêt la plus proche est tout simplement trop grande. Tous ces animaux ont une caractéristique commune. Étant très petits,
leur rayon d'action est extrêmement réduit. Dans les grandes forêts primaires qui couvraient jadis le centre de l'Europe, cela était sans importance. Aujourd'hui, la majorité des forêts ont été modifiées par l'homme. On y trouve des épicéas au lieu de hêtres, des douglas au lieu de chênes, de jeunes arbres au lieu de vieux. Ce n'est pas du goût de ces animaux, au sens strict du terme, qui disparaissent localement, faute d'une nourriture adaptée. Néanmoins, il existe toujours de vieilles forêts de feuillus qui hébergent une biodiversité aussi riche qu'autrefois. La gestion forestière s'efforce ici et là de réintroduire de la mixité en favorisant les feuillus sur les conifères. Mais quand de grands et beaux êtres y auront remplacé les épicéas abattus par une tempête, comment les oribates et les colamboles accéderont-ils au site? Certainement pas à pattes, puisqu'ils ne se déplacent guère de plus d'1 mètre au cours de leur vie. Peut-on espérer pouvoir de nouveau admirer un jour de vraies forêts primaires, au moins dans des parcs nationaux comme celui de la forêt bavaroise? Le résultat des observations menées dans mon district par les étudiants d'Aix-la-Chapelle incite à l'optimisme. Il est en effet apparu que les espèces de la microfaune attachées aux forêts de conifères étaient capables de parcourir des distances étonnamment grandes. Et ce sont précisément les anciennes plantations d'épicéas qui l'attestent, sans aucun doute. Les jeunes chercheurs y ont découvert des espèces de colamboles spécialistes des forêts d'épicéas. Or, ces forêts ont été plantées par mes prédécesseurs il y a seulement 100 ans. Auparavant, comme partout dans le centre de l'Europe, nous avions à Hummel essentiellement de vieux hêtres. Comment des colamboles spécialistes des aiguilles d'épicéas sont-ils arrivés chez nous? Mon hypothèse est qu'ils ont été transportés par des oiseaux enfouis dans leurs plumes. Les oiseaux prennent volontiers des bains de poussière dans les feuilles pour nettoyer leur plumage. Il est probable que nombre des minuscules colamboles alors présents dans les feuilles soient emprisonnés dans les plumes, puis soient lâchés dans une autre forêt, au bain de poussière suivant. Ce qui vaut pour les espèces spécialistes des épicéas a de bonnes chances de valoir aussi pour celles qui n'aiment que les feuillus. Si les forêts de feuillus peuvent regagner du terrain et se développer sans être dérangées, les oiseaux pourraient contribuer à la réintroduction des petits sous-locataires, dont c'est l'habitat. Il est vrai que la réapparition de la faune microscopique peut nécessiter de longues, très longues années, comme l'indiquent de récentes études réalisées par les villes allemandes de Kiel et Lüneburg. Une forêt de chênes a été plantée il y a plus de 100 ans dans la lande de Lüneburg, sur d'anciennes terres agricoles. Les scientifiques avaient estimé que le sol se serait renouvelé et que la structure originelle de champignons et de bactéries aurait réinvesti le site en quelques décennies. Ils se trompaient, et de beaucoup. L'inventaire des espèces révèle aujourd'hui encore de grands manques, ce qui a de lourdes répercussions sur la forêt. Le cycle des nutriments, avec ses nombreuses interdépendances entre l'apparition de la vie et sa disparition, ne fonctionne pas correctement. Et l'excès d'azote dû aux fertilisants jadis utilisés n'est toujours pas résorbé. La forêt pousse certes plus vite que des peuplements de référence sur d'anciens sols forestiers primaires, mais elle est nettement plus vulnérable, notamment à la sécheresse. Si l'on ne sait pas combien de temps un sol forestier met à se constituer, une chose est sûre, 100 ans ne suffisent pas. Et encore faut-il qu'il y ait alentour des forêts naturelles mises en réserve où toute intervention humaine est proscrite. Chapitre 26. Que la lumière soit. L'ensoleillement, dont j'ai eu maintes fois l'occasion de parler, est un facteur de première importance pour la forêt. Cela va de soi, puisque les arbres sont des végétaux qui doivent réaliser la photosynthèse pour survivre. Les pelouses et les massifs de fleurs de nos jardins étant suffisamment ensoleillés, le bon développement des plantes nous paraît surtout tributaire de l'arrosage et de la qualité de la terre. Au quotidien, nous ne nous rendons pas compte que la lumière est le plus important de ces 3 facteurs, et comme nous transformons volontiers notre cas particulier en tendance générale, nous ne voyons pas qu'une forêt naturelle a de toute autre priorité. En réalité, on s'y bat pour la moindre parcelle de soleil, au point que toutes les espèces se sont spécialisées afin d'avoir quelque chance d'accéder à un minimum d'énergie. Tout en haut de l'édifice, à l'étage des chefs, les houppiers des hêtres, des épicéas et des pins, qui s'étalent sans vergogne, captent 97% de la lumière solaire. C'est brutal et égoïste, mais quelle espèce ne prend pas tout ce qu'elle peut prendre? Les arbres doivent d'avoir gagné la course à la lumière uniquement à leur aptitude à développer de longs troncs. Un végétal
n'acquiert cependant un tronc long et stable qu'à un âge avancé, car fabriquer du bois consomme des quantités phénoménales d'énergie. Pour atteindre sa taille adulte, le tronc d'un hêtre, par exemple, a besoin d'un volume de sucre et de cellulose équivalent à 1 hectare de blé. Il est compréhensible qu'il lui faille non pas une, mais 150 années pour grandir et se développer. Mais ensuite, hormis d'autres arbres, quasiment aucun végétal ne lui fera de l'ombre, et il est tranquille pour le reste de ses jours. Sa progéniture est programmée pour survivre avec le peu de luminosité qu'il laisse filtrer, et elle a toujours droit à des perfusions de nourriture par les racines. Au niveau de la strate herbacée, elle est la seule à bénéficier de ce régime. Ses voisins ont dû développer une autre stratégie. C'est le cas des plantes à floraison précoce qui enchantent la forêt. En avril, la terre brune des sous-bois de vieux feuillus se couvre d'un tapis de fleurs blanches. Ce sont les anémones sylvie, auxquelles se mêlent parfois des fleurs jaunes ou bleues violacées, comme celles des hépatiques. Les hépatiques doivent leur nom à la forme de leurs feuilles, qui rappellent celles du foie humain. Ce sont des petites plantes têtues. Quand elles sont quelque part, elles ne veulent plus en bouger. Leur multiplication par dissémination des graines étant très lente, on ne les trouve que dans les forêts de feuillus ayant plusieurs siècles d'existence. Les plantes semblent donner tout ce qu'elles peuvent au risque de s'épuiser. Cette débauche de fleurs est dictée par la brièveté de la fenêtre de lumière qui s'offre à elles. En mars, quand le premier soleil de printemps réchauffe le sol, les feuillus, encore en dormance, ne portent pas de feuilles qui puissent faire de l'ombre. Les anémones sylvie et leurs cousines profitent de la chance qui leur est ainsi donnée, jusqu'au début de mai, de constituer des réserves de glucides pour l'année suivante. En même temps qu'elles stockent des nutriments dans leurs racines, ces petites merveilles doivent aussi se multiplier, ce qui coûte encore de l'énergie. Mener à bien tout cela en 1 à 2 mois est un exploit sans cesse renouvelé. Dès que les bourgeons des arbres s'ouvrent, le sous-bois est plongé dans la pénombre et les fleurs doivent de nouveau se plier à 10 mois de pause forcée. Revenons sur le quasiment aucun végétal, dont je parlais plus haut à propos des potentiels concurrents des arbres. Quasiment aucun, cela ne veut pas dire aucun. Il existe en effet des plantes qui partent à l'assaut des cimes. Démarrer du sol est particulièrement ardu et lent. L'opération nécessite de la patience et de la ténacité. C'est tout à fait dans les cordes du lierre. Il démarre petites graines aux pieds d'essence de lumière, ces espèces qui consomment du soleil sans compter, tout en laissant filtrer des quantités non négligeables jusqu'au sol. Dans un premier temps, le lierre s'en satisfait et recouvre le sol de véritables tapis sous les pins ou les chênes. Puis un jour, une pousse commence à escalader un tronc. Seul végétal de nos contrées à procéder ainsi, il grimpe aux arbres à l'aide de racines crampons qui s'accrochent à l'écorce. Il monte, monte encore, et 2 ou 3 décennies plus tard, il atteint le sommet du houppier. Il peut y vivre et prospérer plusieurs centaines d'années, quoique les exemplaires séculaires soient plus fréquents sur les parois rocheuses ou les ruines de châteaux forts. À en croire la littérature spécialisée, le lierre serait sans danger pour les arbres. Non seulement je ne peux le confirmer, mais si je me réfère à ma seule expérience personnelle, j'aurais même un avis diamétralement opposé. Les arbres de mon jardin, notamment les pins, qui ont besoin de beaucoup de lumière pour leurs aiguilles, n'apprécient pas du tout cette concurrence qui envahit leurs cimes. Les branches meurent les unes après les autres, jusqu'à affaiblir les arbres au point de les tuer. Les tiges, qui enserrent le tronc et peuvent elles-mêmes devenir grosses comme des arbres, infligent aux pins et aux chênes les mêmes souffrances qu'un serpent constricteur à la proie qui l'étouffe. Le phénomène d'étranglement est plus visible avec le chèvrefeuille des bois. Ces tiges volubiles aux jolies fleurs parfumées ont une prédilection pour les très jeunes arbres. Elles enlacent leurs troncs avec une telle vigueur qu'elles les creusent en spirale à mesure qu'ils grossissent. Les arbres ainsi déformés sont très prisés comme bâtons de marche et donc souvent coupés prématurément, mais ils n'auraient de toute façon pas survécu bien longtemps dans la nature. Ralentis dans leur croissance par le chèvrefeuille, ils sont vite dépassés par les arbres intacts. S'ils parviennent néanmoins à grandir, un coup de vent plus fort qu'un autre peut les briser au niveau de la spirale. Le gui s'épargne la pénible étape de l'ascension. Il démarre directement de tout en haut en confiant aux grives et aux fauvettes, qui fourrent leur bec dans ses fruits, le soin de disperser ses graines collantes sur les branches des houppiers. Mais comment accède-t-il à l'eau et aux nutriments, aussi haut dans les houppiers et sans contact avec le sol?
Tout ce dont il a besoin est présent en abondance autour de lui, dans l'arbre. Il n'a qu'à se servir. Pour ce faire, il plonge une racine suçoire dans la branche sur laquelle il est posé et peut ainsi aspirer ce qui lui est nécessaire. Végétal chlorophyllien, il est capable d'assurer sa propre photosynthèse et ne soutire à l'arbre hôte que de l'eau et des sels minéraux. La science le considère comme un hémiparasite, en d'autres mots, un parasite à moitié. Cela ne change guère la donne pour les arbres touchés, car le gui, qui se multiplie d'année en année, finit toujours par envahir les houppiers. Les individus atteints se repèrent surtout l'hiver, quand les touffes vertes se détachent sur les branches nues. Certains sont tellement infestés que leur survie est compromise. La saignée permanente affaiblit l'arbre, qui au surplus perd progressivement son accès à la lumière. Comme si cela ne suffisait pas, les racines profondément enfoncées dans le bois sont autant de points de faiblesse disséminés sur la structure. Le houppier rétrécit à mesure que les branches fragilisées cassent. Certains arbres n'y résistent pas. Les mousses, qui utilisent les arbres uniquement comme support, sont moins nocives. De nombreuses espèces ne possèdent pas de racines. Elles se fixent à leur support à l'aide de rhizoïdes, des filaments qui, dans le cas des arbres, s'accrochent à l'écorce comme des crampons. Faible consommation de lumière, pas d'absorption de nutriments ni d'eau dans le sol et pas de ponction de l'arbre, comment diable survivent-elles? Les mousses se contentent de peu. Concernant l'eau, elles emmagasinent ce qu'elles peuvent puiser dans la rosée, le brouillard ou la pluie. D'ordinaire, cela ne suffit pas, car les arbres soit font parapluie, les épicéas et leurs cousins, soit utilisent leurs feuilles et leurs branches pour diriger l'eau vers leurs racines, les feuillus. Dans ce dernier cas, la situation est simple. Les mousses colonisent le côté du tronc où l'eau s'écoule après la pluie. Peu d'arbres sont parfaitement droits. Il y a donc presque toujours un côté plus arrosé que l'autre. Il suffit aux mousses de se brancher sur le petit ruisseau qui se forme au point haut de la légère inclinaison. J'en profite pour rappeler que, contrairement à une idée largement répandue, la présence de mousses ne désigne pas le côté du tronc qui serait particulièrement arrosé, car orienté du côté des vents dominants, donc à l'ouest, et permettrait ainsi de se repérer dans l'espace. En pleine forêt, les arbres freinent si bien le vent qu'en conditions normales, la pluie y tombe verticalement. Chaque individu penchant de plus dans un sens différent, la mousse a peu de chances d'indiquer une seule et même direction. Mieux vaut se fier à une boussole pour retrouver son chemin. Pour brouiller un peu plus les pistes, si l'écorce est rugueuse, l'humidité peut stagner longtemps dans les petites crevasses, favorisant l'apparition de mousse sur toute la circonférence. La rugosité du tronc commence au niveau du sol, puis s'élève vers le houppier à mesure que l'arbre vieillit. Chez les jeunes arbres, la mousse est présente sur quelques centimètres au niveau du collet. Plus tard, elle peut envelopper tout le bas du tronc, comme une chaussette. L'arbre n'en souffre pas, et le peu d'eau que les petits végétaux détournent est compensé par le fait qu'ils produisent à leur tour de l'humidité et contribuent ainsi au bon équilibre hydrique de la forêt. Voyons la question des nutriments. S'ils ne proviennent pas du sol, il faut que ce soit de l'air. Et ce sont des quantités de particules qui toute l'année circulent dans l'air de la forêt. Un arbre adulte peut en capter plus de 100 kilos dans les eaux de pluie qui ruissellent sur son tronc. Les mousses se gorgent de ce mélange eau de pluie particules et en extraient ce qui leur est utile. La question des nutriments est réglée, reste maintenant celle de la lumière. Dans les forêts de pins ou de chênes, claires et aérées, l'accès à la lumière n'est pas un problème. C'en est un, en revanche, dans les forêts d'épicéas perpétuellement sombres. Même les moins gourmands en veulent une part, ce qui explique que la mousse soit souvent absente des jeunes populations de conifères, denses et touffus. Il faut attendre que les arbres grandissent et que des trouées apparaissent ici et là dans la couverture végétale pour que le sol reçoive une quantité de lumière qui permette le développement des mousses. Dans les anciennes forêts de hêtres, la situation est différente, car les mousses peuvent profiter des intersaisons du printemps et de l'automne, où les arbres ne portent pas de feuilles. En été, elles manquent certes de lumière, mais ce sont des végétaux adaptés à la faim et à la déshydratation. Il arrive que plusieurs mois s'écoulent sans précipitation. Passez alors votre main sur un coussin de mousse. Il est sec comme un paillasson. La plupart des végétaux ne survivraient pas à une telle privation d'eau. Les mousses, elles, survivent. Une bonne pluie, elles se gorgent d'eau et la vie repart. Les lichens sont encore plus frugaux. Ces petits végétaux gris-vert résultent d'une symbiose entre un champignon et une algue.
Pour se développer, ils ont besoin d'un support, quel qu'il soit, sur lequel s'accrocher. En forêt, ce sont les arbres. À la différence des mousses, ils grimpent haut dans la ramure, vers le soleil. Mais s'ils poussent déjà lentement, l'absence de lumière sous le couvert des feuilles ralentit encore leur croissance. Il est fréquent, même après plusieurs années de développement, qu'ils ne parviennent guère à former autre chose qu'un dépôt semblable à du moisi, que de nombreux visiteurs de ma forêt prennent pour un signe de maladie. Les arbres ne sont pas malades, les lichens ne leur font aucun mal. Il est même probable qu'il leur soit parfaitement égal de leur servir de support. Les petits végétaux compensent l'extrême lenteur de leur croissance par une longévité exceptionnelle. Ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années et sont ainsi en parfaite adéquation avec la lenteur des forêts primaires.